Bonjour à tous, il est temps de terminer cette série de vidéos sur la biodiversité des grottes sous-marines de Méditerranée en parlant des autres groupes bien moins représentés que les premiers que j'ai présentés. Aujourd'hui, on va parler des crustacés, des tuniciers, des échinodermes, des poissons et même des mammifères marins, notamment un phoque. Bienvenue chez Fish and Dive, c'est ici que commence la mer. Après les éponges, les vers, les cnidaires et les autres groupes d'organismes que nous avons vus avant, on va commencer ici avec les mammifères marins, notamment un en particulier, le phoque moine. Monachus monachus est le phoque moine de Méditerranée. Il est l'une des espèces les plus menacées du monde et même dans le top 5 de celle-ci. Et c'est l'espèce de mammifère marin la plus menacée. Donc concrètement, c'est la merde. Mais alors, pourquoi? Imaginez-vous, vous êtes un pêcheur et quand vous remontez vos filets, il y a un phoque qui est en train de manger vos poissons. Qu'est-ce que vous faites? Bon, j'espère que vous n'allez pas faire comme ils ont fait à l'époque, c'est-à-dire les tuer à vue. Les phoques ont été traqués et exterminés à cause de cette compétition qu'il y a eu entre eux et les pêcheurs. À tel point que les pauvres pinnipèdes, oui c'est le terme scientifique pour phoques, morses, otaries, etc. Ça vous permettra de vous la péter dans les repas de famille. Eh bien ils ont fini par se réfugier dans des grottes, justement, en Grèce particulièrement. Des grottes qui sont maintenant très surveillées afin de complètement protéger cette espèce très menacée. Alors petite anecdote, ce phoque justement s'est déplacé, figurez-vous, vers les Caraïbes et a fondé une nouvelle espèce, Monachus tropicalis, le phoque moine des Caraïbes. Malheureusement, il a disparu depuis 1950. Après de très nombreuses années de recherche pour tenter de trouver des survivants, il a finalement été classé comme totalement disparu en 2008, officiellement. Ouais, c'est triste. Mais il ne s'est pas arrêté aux tropiques, parce qu'il a passé le canal du Panama et est allé vers Hawaï, carrément, pour fonder une autre espèce, Monachus schloislandi. Horrible à prononcer. Cette espèce est endémique de l'île et a été chassée pour sa viande notamment. Actuellement, elle est classée comme en danger par l'Union internationale pour la conservation de la nature. Bref, continuons maintenant avec les crustacés. En ce qui concerne ce groupe, les copépodes sont les plus représentés, avec 113 espèces décrites dans les grottes, suivies par les amphipodes, les décapodes, comme la langouste rouge, la crevette cavernicole jaune ou la petite cigale de mer. Elle est trop mimi celle-là. On retrouve aussi un ensemble d'espèces de petites crevettes de la famille des Mysidacées. C'est justement celles-là qui sont très intéressantes pour nous parce qu'elles forment de très grands essaims, plusieurs millions d'individus. Ces essaims entrent et sortent de la grotte et contribuent très fortement au fonctionnement de l'écosystème entier. Hemimysis speluncola forme des essaims de plusieurs millions d'individus. C'est assez dingue. Elle se nourrit principalement de phytoplancton et de zooplancton à l'extérieur des grottes. Mais il n'y a pas que cette espèce de mysidacée dans les grottes. En effet, Armelinella marianae est là aussi et va manger d'autres petits crustacés. Et Hemimysis margalefi va plutôt s'attaquer aux particules organiques dans les sédiments. Vous vous rappelez des sédiments, la poussière super dangereuse? Donc les trois espèces ne mangent pas la même chose. Cette diversité de régimes alimentaires permet de ne pas entrer en compétition pour la nourriture et explique cette coexistence de trois espèces au sein d'un milieu qui est pourtant très fermé. Scientifiquement, on dira qu'il n'y a pas de compétition interspécifique. Autre crustacé rencontré fréquemment, l'araignée de mer ridée. Il y a aussi la crevette bouquet, la dromie, la galatée multicolore et également la jolie crevette narval. Alors bien sûr, ce sont des espèces qui bougent, qui vont entrer et sortir, donc elles ne sont pas spécifiques à ce milieu. Elles sont plutôt rencontrées dans des milieux ombragés, avec des abris, des anfractuosités. En ce qui concerne les espèces typiques des grottes, on peut citer la très rare Odontozona adaia, redécouverte dans les Calanques 30 ans après sa première description. Et ce n'est que la deuxième fois que cette espèce est photographiée et répertoriée. Bien, on a fait le tour des crustacés. Partons maintenant du côté des tuniciers. Un groupe d'organismes très peu connus. Ce sont des organismes qui ressemblent à des sacs. On pourrait d'ailleurs les confondre avec des éponges, mais ce n'est pas la même chose. Ça n'a même rien à voir. Les tuniciers sont beaucoup plus proches de nous qu'ils ne le sont des éponges. Et si le sujet vous intéresse, on pourra peut-être faire une vidéo dessus. Il existe des tuniciers coloniaux et des solitaires, mais leur caractéristique unique, c'est la production d'une tunique faite en tunicine, un sucre proche de la cellulose. Cette tunique est ensuite recouverte d'une cuticule, d'où le nom tunicier. C'est assez exceptionnel comme caractéristique parce que la cellulose justement est une caractéristique propre des plantes normalement, et ici on la retrouve dans le règne animal. Comme quoi la biologie c'est beau, il y a des exceptions partout. Mais alors, voit-on des tuniciers dans les grottes? Oui, vous vous imaginez bien.
sinon j'en parlerai pas. Eh bien oui, 45 espèces, ce n'est pas rien. Allocynthia papillosa, l'acidie rouge, est avec Microcosmus vulgaris les deux espèces les plus rencontrées. Dans les parties semi-obscures, on a trouvé une espèce typique, la Piura à siphon bleu iridescent. Ça claque comme nom quand même. Piura vittata. Et enfin, il existe une espèce rare vivant dans les grottes sous-marines, Rhodontosa calensi, qui a été redécouverte en 1999 à Marseille. Sa première découverte date du 19e siècle. C'est assez fou, il y a un énorme écart de temps entre sa première description et sa redécouverte. Alors, maintenant qu'on a fait les tuniciers, c'est allé assez vite, on va passer à un gros du sujet, les poissons. Alors pour commencer, les grottes sont pas mal utilisées par un grand groupe de poissons, puisqu'elles servent d'abri notamment. Donc il va falloir catégoriser un petit peu. Il existe 3 catégories écologiques d'espèces vivant dans ces grottes. Tout d'abord, les espèces typiques des grottes marines, comme le faux frais noir, Grammonus ater, le gobie de Stenitz, Gamogobus stenitzit, et le gobie nain à barre brune, Didogobius splenchtatei. Il y a les espèces qui apprécient les trous, les failles, les anfractuosités, donc pas spécifiquement les grottes, mais ce genre d'abri ombragé. On va rencontrer l'apogon, Apogon imberbis, le congre, Conger conger, le mérou brun, Epinephenus marginatus, les rascasses, etc. Et enfin les espèces de poissons qui sont seulement de passage, que l'on rencontre occasionnellement, et en général à l'entrée des grottes. Les plus communs sont les girelles et les différentes espèces de sards, Diplodus vulgaris, Diplodus argus par exemple. L'espèce de poisson la plus représentée, tant en termes de biomasse qu'en termes de densité, c'est l'apogon. Et justement, comme les Mysidacées, ils vont avoir un mouvement de va-et-vient entre l'extérieur et l'intérieur des grottes. C'est d'ailleurs ce mouvement qui leur donne la possibilité d'avoir un rôle crucial dans cet écosystème. L'idée, c'est qu'ils soient un transporteur de matière organique, qu'ils fassent un transfert de matière entre l'extérieur et l'intérieur permettant de soutenir le milieu, démarrant ainsi le réseau trophique, le cycle alimentaire. Je dis possiblement parce que ce n'est pas encore prouvé, mais nous avons une convergence d'indices qui nous amène à penser que l'apogon a un rôle crucial comme les Mysidacées. On en reparlera de ce rôle dans d'autres vidéos justement sur la dynamique de cet écosystème et comment il fonctionne. Finissons enfin cette vidéo avec les échinodermes, donc les oursins, les concombres de mer, les étoiles, etc. Chez les échinodermes, pas d'espèces typiques, ça marche pas à tous les coups, mais seulement des espèces qui aiment l'obscurité. On les qualifie d'ailleurs de sciaphiles. Ils sont 36 espèces représentées dans les grottes. Le plus commun est l'oursin noir, Abraxia lixula, qui affectionne particulièrement les parois verticales, donc là il est servi dans les grottes. Et également l'ophiure fragile, Ophiotrix fragilis, qui est une cousine de l'étoile de mer sans en être une. Les ophiures ont leur corps complètement rassemblé dans un seul disque central. Les bras ne sont pas des bras, mais des tentacules, alors que l'étoile de mer a son corps qui se prolonge dans ses bras. Mis à part les ophiures qui peuvent être abondantes, les autres échinodermes ne le sont pas. C'est assez ponctuel. On peut donc citer l'ophiure lisse, Ophioderma longicodum, qui est un détritivore des sédiments. On va pouvoir aussi rencontrer l'oursin lance rouge, Stylocidaris affinis, un animal assez rare qui se balade sur les substrats durs et meubles. Et enfin, l'holoturie noire, Holoturia forscali, qui est un limnivore. Il se nourrit de vases et de boue. En fait, elle trie les sédiments ingérés et en retire la matière organique qu'elle a besoin pour vivre. On peut également citer l'holoturie cracheuse marron, Holoturia sanctori. Alors attention, on ne touche pas ces holoturies, parce qu'elles vous crachent des filaments collants appelés les tubes de Cuvier. Ce sont des organes en forme de tubes blanchâtres qui peuvent avoir des effets néfastes, collants, douleurs cutanées ou brûlures. Ça y est, on a fini notre inventaire naturaliste sur les espèces que l'on retrouve dans les grottes. J'espère que le voyage vous a plu. Les prochaines vidéos se porteront sur la dynamique, le fonctionnement de cet écosystème particulier. Donc à bientôt.